Bonjour à tous, je suis Elisabeth Sutton, je suis la cofondatrice du site d'actualité sur la high-tech et le livre idbooks.com. J'ai le plaisir d'animer avec mes invités cette table ronde intitulée Les vertus du livre audio. Donc, avant de vous présenter les personnes qui vont intervenir sur cette table ronde, je voudrais juste m'appuyer sur certains faits qu'ont révélé plusieurs études, notamment des études américaines, mais aussi des études françaises, sur le livre audio et ses vertus. Vous allez voir je m'écarte un tout petit peu des propos de nos invités, mais c'est assez riche d'enseignements. Donc déjà, le livre audio aide à nous calmer et à déstresser. Et souvent, si on a constaté cette explosion, notamment pendant le confinement, c'était peut-être aussi l'une de ses vertus, c'est-à-dire le pouvoir de se sortir un peu des écrans, de se calmer et d'ouvrir d'autres horizons. Ce qu'ont trouvé également les scientifiques, c'est que le livre audio détruit les pensées négatives, ou en tous les cas, il les amoindrit. Il repose nos yeux pour des écrans, ça je vous l'ai dit, et il fait surtout aussi appel à notre imagination de façon différente à un livre papier ou à un livre numérique, puisqu'il aide à modéliser ce que l'on entend. Donc, voilà quelques petits traits des vertus du livre audio, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour parler de tout cela, sur différents niveaux d'intervention, je vais vous présenter nos invités, qui ont chacun un profil finalement très différent, mais qui se rejoignent en pas mal de points. Donc, je vais vous présenter déjà Edwige Lanner. Vous êtes professeur de français et vous travaillez notamment avec les lycéens sur le prix de la plume de pan des lycéens, et puis également sur la préparation des élèves à si on lisait à haute voix. Vous nous direz un petit peu plus tout à l'heure. Clémence Mira, vous, Clémence, vous êtes chargée de projet à Culture Tech, à l'Institut français, donc, qui est la bibliothèque numérique à destination du réseau culturel des Français à l'étranger. Et vous allez nous raconter un petit peu ce qu'est Culture Tech. Et puis Franck Prevot, vous êtes président de l'USICARE et vous dispensez notamment de l'aide aux enfants malvoyants. Et vous avez également un fonds de dotation pour les déficients visuels. Donc, on va faire un tout petit tour de table. Je vais vous demander de façon assez succincte de développer un petit peu ce que je viens de dire sur vos différents profils. Donc, par exemple, on va commencer avec vous, Edwige. Le prix, comment vous travaillez avec les élèves et quelles sont ces deux actions que vous menez autour du livre audio et de l'éducation dont on parlait beaucoup dans la table ronde précédente? Oui, alors depuis 6 ans, je travaille avec Cécile Paluzinski qui s'occupe de l'association La Plume de Pan des lycéens. C'est une association qui permet aux lycéens d'écouter 5 audiolivres, une sélection qui est bien faite, généralement des romans contemporains, et qui donne envie aux élèves de lire autrement, de lire par les oreilles. En plus, au sein de ce dispositif, les élèves de lycée bénéficient de plusieurs ateliers théâtre. Ce sont des ateliers théâtre, mais aussi des ateliers de lecture à voix haute qui sont dispensés par une comédienne. Donc ça leur plaît beaucoup, hein, c'est très vivant, très gestuel. Ils peuvent se lever de leur chaise et faire différents exercices vocaux. Donc ça leur plaît. Ils ont une approche très plaisante de l'audiolivre. Et au terme du dispositif, au mois de mai, dans la grande médiathèque André Malraux de Strasbourg, 5 classes différentes de la région se regroupent et les élèves votent en faveur de l'audiolivre qu'ils ou elles ont préféré. Ce n'est pas uniquement le livre papier, il est possible que certains élèves l'aient lu en livre papier également, mais ce n'est pas tant le livre papier qui compte là, pour le coup, que la lecture qui est faite par le comédien lecteur ou par la comédienne lectrice. Voilà. Juste très rapidement, parce que là c'est la deuxième année uniquement que je prépare également certains élèves au concours qui est lancé par François Bunel dans le cadre de l'émission télévisée La Grande Librairie. Ce concours s'appelle « Si on lisait à voix haute ».
Mais là, c'est un public plus restreint puisqu'on demande à une classe de voter pour un seul lecteur ou une seule lectrice. Donc, c'est intéressant, c'est très intéressant. Je fais du coaching un peu particulier pour ces élèves-là et la classe entière les soutient. Mais de manière générale, c'est vrai que le concours La Plume de Pan permet d'embarquer tous les élèves de manière plus active. Voilà. Parfait. Clémence, donc Culture Tech, hein, Institut français, racontez-nous un petit peu le concept. Oui, alors l'Institut français est opérateur du ministère de la Culture et des Affaires étrangères. Et nous œuvrons pour la promotion de la culture et la langue française à l'international. Donc nous avons plusieurs instituts français et alliances françaises partout dans le monde, dans tous les pays du monde, qui font la promotion donc, de la culture française dans leur pays. Et donc moi je suis chargée de projet Culture Tech, qui est donc une bibliothèque numérique, un portail de ressources numériques à destination des apprenants de FLE, de français langue étrangère, mais également auprès des enseignants de français langue étrangère, et puis également des Français expatriés aussi à l'étranger. Et vous proposez des livres audio sur la plateforme ? Tout à fait. On a des bandes dessinées, de la presse, des romans, des livres audio. Donc on a à peu près une 60aine de livres audio. Donc plusieurs éditeurs sont représentés. Et on a environ 20 000 documents sur la plateforme, sans compter la musique qui occupe une plus grande place. Et on a à peu près 340 000 utilisateurs partout dans le monde. Et chaque année, c'est à peu près 500 000 consultations de documents sur cette plateforme. Et la part du livre audio dans ces 500 000 consultations, vous la connaissez ? Alors, la part du livre audio est assez minime. On a commencé en fait à en faire la promotion réellement cette année. Et donc, on est à peu près à 50 livres audio par mois. D'accord. Voilà, donc il reste encore un petit peu de travail, mais on est sur le bon chemin. Mais je crois que d'ailleurs, il y a un prix avec la Plume de Pan, dont vous parliez, Edwige, le prix du livre audio francophone. Oui, tout à fait. On est partenaire aussi de la Plume de Pan. Et donc cette année, on a proposé le prix du public du livre audio francophone avec donc 2 sélections, une sélection jeunesse et une sélection adulte. Donc nous négocions les droits directement avec les éditeurs. Et puis, les publics scolaires à l'étranger vont voter pour leur livre audio préféré. Et nous didactisons aussi ces livres audio pour qu'ils puissent être utilisés en classe. Donc, ce sont des enseignants de FLE qui didactisent ces livres audio. Alors, merci beaucoup. Franck Prouveau, vous, c'est Lucicaire. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce sur quoi vous travaillez ? Tout à fait. J'ai donc l'honneur de présider le fonds de dotation Lucicaire, qui a pour objet de financer des projets en faveur des enfants et jeunes déficients visuels. Donc notre public cible, c'est exclusivement des enfants, des jeunes, je dirais grosso modo qu'on travaille avec eux jusqu'à l'âge d'une vingtaine d'années, avant leur entrée dans la vie professionnelle, pour les accompagner dans leur développement en termes d'éducation, en termes d'accès à la culture, d'accès au sport, tout ce qui va permettre l'épanouissement de l'enfant et du jeune pour qu'il devienne un adulte épanoui, donc déficient visuel ou non-voyant. Et nous procédons en finançant des associations, des porteurs de projets ou des structures publiques ou d'autres structures à but non lucratif qui ont pour mission d'accompagner ces enfants et ces jeunes. Donc nous sommes là pour financer leurs projets. Un de nos grands champs d'intervention, c'est l'accès à la lecture et à la littérature. Et nous avons par exemple en 2021, cet été, lancé un appel à projet qui s'intitulait Accessible Histoire et qui avait pour but de faire venir à nous des nouveaux projets en faveur de l'édition adaptée, donc qui permettait d'adapter des ouvrages ou qui permettait d'adapter des créations littéraires pour des jeunes publics. Et évidemment, dans l'édition adaptée, qui est un champ plus large que seulement le livre audio, un des axes fondamentaux, c'est quand même la dimension audio et l'accès à la lecture par l'écoute.
Merci beaucoup. Alors, le livre audio, on va rentrer plus profondément dans ces fameuses vertus du livre audio. Le livre audio, c'est un format de lecture à part entière. Là, je pense que ça y est, c'est acquis enfin, au même titre que le livre papier, que le livre numérique. Mais surtout, ça semble être un outil pour ouvrir ce que j'appelle le champ des possibles auprès des publics, c'est-à-dire aller plus loin, aller plus près et de façon différente auprès des différents publics. En quoi, pour vous, cet outil, et notamment le livre audio numérique, est-ce que ça change la donne dans les différentes interventions que vous pouvez avoir auprès des personnes avec lesquelles vous travaillez pour promouvoir ce mode de lecture? On va peut-être faire un petit tour de table. Edwige, peut-être de votre côté? Oui, alors effectivement, les livres audio changent la donne parce que ça permet aux élèves de retrouver le goût du livre, tout simplement, l'envie de lire. Nous avons énormément d'élèves qui, malheureusement, n'ont plus envie de lire. Moi, je les ai à partir de la classe de seconde jusqu'en terminale. Il y a beaucoup d'élèves qui font la grimace quand on leur demande de lire un livre. Et il y a aussi beaucoup d'élèves dyslexiques. Alors ça, il n'y en a peut-être pas plus qu'avant, mais enfin, ils sont davantage détectés. Donc nous, on le sait. Et ces élèves bénéficient de PAP. Ce sont des plans d'accompagnement personnalisés. Donc ils sont ciblés. Mais de manière générale, les audiolivres rendent service à tous les élèves et à nous, les professeurs, puisque enfin, ils et elles retrouvent l'envie de lire. Surtout si cette lecture auditive est accompagnée. Vraiment, parce que si on leur demande d'écouter un livre, ils ne vont pas forcément le faire. Par contre, si on accompagne cette lecture, ça peut être en classe par exemple. Bon, je dis concrètement ce que je fais moi. Je leur donne d'abord un index de voix, de tessiture de voix. On peut s'amuser à écouter par exemple une soprane, un baryton et un ténor, juste pour entendre un petit peu la différence. Je leur donne un index qui est également, un lexique, excusez-moi. Un lexique sur les voix, sur les hauteurs de voix, sur les débits, sur le phrasé, etc. Je leur donne différents vocables à employer. Ensuite, quand ils vont analyser la lecture qui est faite par le comédien ou par la comédienne. Également sur les virgules musicales, les virgules sonores, les bruitages, etc. Le travail du son. Je leur parle même des bruits de bouche qui sont nettoyés par l'ingé son, etc. Donc ça les intéresse surtout quand on leur parle de travail sur le son. Ensuite, je leur permets d'écouter 5 minutes de, par exemple, 4 romans différents. Là, ils peuvent poser la tête sur les bras et c'est une écoute plaisir, tout simplement. Enfin, ils se reposent, ils écoutent une histoire comme ils le faisaient quand ils étaient petits, pour les plus chanceux d'entre eux qui ont eu maman ou papa qui leur racontait des histoires quand ils étaient petits. Enfin, là, ils écoutent, ils se laissent aller. Et ensuite, les élèves peuvent échanger, c'est presque comme un jeu, dire non, j'ai bien aimé cette lecture, cette interprétation, c'était très vivant, comment elle a fait pour changer de voix, madame, comment on fait? Et moi je pense qu'elle est soprane, non, moi je pense qu'elle est mezzo, c'est presque un jeu. Et je me rends compte qu'ils ont une finesse d'écoute qui est parfois supérieure à la mienne d'ailleurs. Je suis très étonnée par la qualité de l'écoute de certains élèves. Donc voilà, c'est tout simplement la notion de plaisir qui est trop souvent oubliée au sein de l'éducation nationale et qu'on doit retrouver. Comment demander à un élève de faire quelque chose pour lequel il n'est pas du tout motivé et qu'il n'a pas envie de faire? Là, c'est... Voilà. Donc, en tout cas, pour les élèves de lycée, ça fonctionne très bien. S'ils sont accompagnés, on ne peut pas les accompagner tout du long. Pour les lectures cursives, je leur demande d'écouter à la maison, d'écouter dans le train, d'écouter dans le bus. Je leur propose de télécharger. Alors, on en reparlera du support, mais là, les éditeurs, pour le concours, m'ont permis chaque année de télécharger sur un ordinateur dans le CDI, et ensuite les élèves viennent auprès de la documentaliste et téléchargent à leur tour sur leur smartphone pour pouvoir écouter l'histoire dans les transports, etc. Bon, j'espère bien que ça va se simplifier un petit peu, le support, mais ça, on en reparlera. Voilà, donc ça change la donne pour le plaisir, pour la compréhension également, puisque les élèves me disent globalement qu'ils comprennent mieux le texte quand on le leur lit, surtout quand il y a de l'ironie et des sous-entendus. Ils sont jeunes, ils ont 14-15 ans quand ils arrivent en seconde. C'est pas toujours acquis, les sous-entendus, et là, ça les aide vraiment. Et troisièmement, pour les capacités à l'oral, parce que, vous le savez certainement, depuis 2 ans, il y a une réforme du baccalauréat. On demande aux élèves, quelles que soient les disciplines qu'ils choisissent, même en physique-chimie, même en SVT, de passer une épreuve qui les intimide beaucoup, qui s'appelle le grand oral. Et donc, nous devons les préparer dès la classe de seconde à ce grand oral.
Et quoi de mieux que d'en faire des lecteurs auditifs experts? S'ils se rendent compte qu'un débit plus lent fonctionne mieux, qu'un phrasé plus varié, un débit plus varié également fonctionne mieux auprès de leurs auditeurs, puisque ça fonctionne mieux auprès d'eux, eh bien, à leur tour, ils vont pouvoir en quelque sorte imiter ces comédiens lecteurs, dans la mesure du possible, et améliorer, je le vois chaque année, améliorer leur performance orale pour le bac de français en première, pour le grand oral en terminale et pour la suite. Voilà. Parfait. Franck, de votre côté, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez comme exemple peut-être à nous donner d'expérience, des retours d'expérience? Déjà, je voudrais dire que quand on pense à un non-voyant ou à un malvoyant, on se dit c'est une évidence le livre audio. Et de fait, en tant que personne non-voyante, je n'ai pas découvert le livre audio hier. J'ai grandi avec les donneurs de voix. Sauf que quand on grandit avec les donneurs de voix dans les années 80, hormis Balzac, Zola et peut-être quelques pièces de théâtre enregistrées par France Culture, on n'avait pas grand-chose. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est-à-dire que le livre audio est vraiment, probablement historiquement, le premier grand accès possible à la culture littéraire de manière large. Et la démocratisation du livre audio en est aujourd'hui un outil formidable, c'est-à-dire que la multiplication des supports nous permet, quand on est malvoyant, non-voyant aujourd'hui, d'accéder à beaucoup plus de richesse éditoriale qu'autrefois. Alors, pour ce qui concerne Lucicar, nous, notre public, ce sont des enfants, des adolescents, des jeunes. Et là, on se trouve face à des problématiques qui sont aussi un petit peu plus spécifiques et pour lesquelles, d'une part, le livre audio va être un point d'ancrage fort, parce que quand on découvre la lecture, c'est une beaucoup plus grande facilité d'accès, notamment pour les jeunes enfants. Je dirais même au même titre que ce que Edwige vient de souligner pour ses élèves, avec peut-être encore même un peu plus de force. Donc c'est très intéressant parce que ça facilite l'accès à la lecture, et quand on ne manipule pas encore l'outil informatique complètement, l'outil numérique complètement, le fait que le livre audio puisse exister sur différents supports, ça permet pour des enfants encore de mettre le CD, comme ça a été évoqué ce matin, dans le lecteur CD. Ça permet à des parents de télécharger aujourd'hui via tout un tas de possibilités sur des plateformes, et même de plus en plus certains supports audio en complément de livres papier sous forme de QR code, comme quoi il peut servir à certaines choses sympathiques, le QR code. Également, c'est un outil de communication avec les personnes qui ne sont pas atteintes du même handicap, parce qu'on a accès au même support. Ce n'est pas que des livres qui ont été faits pour nous, ce sont des livres qu'on peut partager avec les copains qui les ont lus, alors qu'ils les aient lus en format audio ou en papier. C'est une culture commune qui peut s'établir. Et ça, c'est très intéressant parce que, justement, le travail, je reviens sur ce que Edwige disait, le travail que Edwige va faire avec ses élèves, il va permettre, parce que c'est un outil qui peut être utilisé aussi par des élèves non malvoyants, il va permettre un véritable échange entre eux, et finalement, peut-être même d'aller chercher la compétence de l'enfant déficient visuel pour éclairer justement cette découverte de la voix qui lit. Et donc c'est un formidable outil d'intégration. Peut-être que le grand défi aujourd'hui, parmi, il y en a plusieurs des grands défis, mais un des grands défis, c'est de proposer aujourd'hui des contenus, une littérature, un catalogue adapté à chaque âge et à ce que dans chaque âge on veut lire, ou ce qui est lu par d'autres enfants du même âge, à 6 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans. Je vais prendre un exemple très concret. Aujourd'hui, les jeunes, les adolescents lisent beaucoup de mangas. Et jusqu'ici, il n'y avait pas d'adaptation de manga pour des enfants déficients visuels ou non-voyants. Dans le cadre de l'appel à projet que nous avons proposé, nous avons eu un projet que nous avons valorisé et qui vise à créer un manga
en relief pour qu'il soit accessible en braille en relief pour des personnes déficientes visuelles, non-voyantes. Pourquoi pas adapter du manga aussi en format audio et permettre comme ça cet échange autour d'un support qui est partagé par une génération et rendre accessible ce support. Ça, c'est un exemple concret des vertus du livre audio et qui peut être complètement imaginable dans un format numérique où on aurait à la fois la partie texte, mais aussi la partie de description, d'audio-description de l'image qui pourrait être complètement intéressante pour rendre ce support accessible à un adolescent déficient visuel, non-voyant. Merci beaucoup, c'est très clair effectivement et c'est éclairant sur justement ce champ des possibles et ce qu'on va pouvoir réussir à faire. On voit que d'après ce que vous dites tous les deux, le livre audio crée du lien. De votre côté, Clément, le lien au-delà de nos frontières françaises pour toucher les francophones, les ressortissants français vivant à l'étranger. Comment ça se passe concrètement pour vous au niveau de Culture Tech, mais dans les actions que vous pouvez mener, principalement en dématérialisé justement sur le livre audio? Oui, c'est très important dans certains pays d'avoir accès à des ressources numériques, puisque les ressources physiques n'existent pas dans beaucoup de pays du monde. Il n'y a pas une librairie française dans chaque ville. Et puis, pour notre public, pour les apprenants de français, l'audio a avant tout un intérêt phonétique quand on apprend à parler le français. C'est important. Et puis, ça permet aussi une compréhension globale du texte. Quand on apprend une langue et quand on lit le livre en format papier, on va chercher dans le dictionnaire, on s'arrête régulièrement parce qu'on ne comprend pas un mot, alors que là, quand on l'écoute, on va plutôt chercher une compréhension globale dans son ensemble. Et donc ça, c'est important quand on apprend une langue. C'est aussi moins effrayant pour l'étudiant. Et puis, il faut faire, quand on est enseignant, il faut aussi accompagner, bien entendu, l'élève. C'est ce qu'on disait, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye vraiment de faire entrer le livre audio en classe. Donc, tout à l'heure, on parlait du prix public du livre audio. On organise aussi des sessions de contes numériques, des sessions de lecture à voix haute, que nous organisons à l'Institut français de Paris. Et nous avons un fournisseur d'albums jeunesse, un numérique, qui est Storyplayer, qui a aussi une fonctionnalité audio qui est très très appréciée chez les enfants. Et donc nous organisons régulièrement des sessions de lecture ouvertes aux enfants, des instituts et des alliances. Et ça marche beaucoup. Voilà, c'est très important pour nous, l'audio, et bien souvent l'apprentissage d'une langue commence quand on ouvre un manuel de français langue étrangère. La toute première leçon, généralement, c'est un audio qu'on écoute pour être baigné dans la langue. Oui, c'est ça, pour baigner dans la langue, c'est exactement ça. Alors là, de ce que vous nous dites tous, on est plutôt sur des jolies choses, on n'est pas encore au pays des bisounours, mais il y a quand même des vertus évidentes au travers du travail que vous faites au quotidien. Mais est-ce qu'il y a des freins ? Est-ce qu'il y a des freins dans le développement du livre audio, ou est-ce qu'il y a des freins dans la manière de pouvoir amener le livre audio, de pouvoir, comme vous le disiez, Franck, le démocratiser ? Est-ce que vous rencontrez des freins aujourd'hui ? Alors évidemment qu'on rencontre des freins et c'est important de les évoquer parce qu'il y a des solutions à imaginer. Nous, en tant que financeurs, on se rend bien compte qu'il y a un frein financier déjà, il faut être clair, ça va coûter de l'argent. Et pourquoi ça va coûter de l'argent ? Parce que dans l'édition, il y a une masse de choses qui existent et qu'aujourd'hui, on a envie de donner de plus en plus largement l'accès au support, donc aux livres, aux bandes dessinées, à tout ce qui peut exister et qui est disponible, et que
historiquement, en tout cas pour le public qui me concerne, historiquement, les adultes étaient très concernés, donc ça s'est d'abord développé pour les adultes, mais le domaine de l'enfance, des études a été abordé plus récemment. Et donc on a encore un gros chantier pour rendre accessible de plus en plus d'ouvrages, de supports, de livres pour des jeunes publics. Pour des jeunes publics qui ont parfois des facilités de lecture, mais parfois aussi qui peuvent avoir des handicaps associés, pour qui il y a des besoins de simplification ou dans l'apprentissage des difficultés qu'ils font, qu'il y a besoin, en plus du support audio, de la lecture audio du livre, des besoins de découvrir des images. Par exemple, prenons un livre pour enfants, qui est un livre illustré. Comment le jeune enfant non-voyant ou très malvoyant peut appréhender l'image, l'illustration. Alors il y a des merveilleuses maisons d'édition qui aujourd'hui proposent des adaptations avec des images tactiles, avec des supports, avec des textures différentes, tout un monde qui est recréé pour permettre cet accès sensoriel à l'image ou à l'illustration, entre guillemets, hein, avec une transformation de cette illustration. Et pour un accès pour les petits, c'est essentiel. Mais ça coûte énormément parce que c'est des ouvrages qui sont produits en très petite échelle, en tout cas dans un premier temps. Et donc, nous avons beau régulièrement répondre positivement à ces demandes, nous ne pouvons pas financer tous les projets. Et aujourd'hui, j'invite une mobilisation plus grande pour que de plus en plus d'ouvrages soient accessibles, à la fois en termes de contenu, d'étendue du catalogue, hein, y compris pour des créations nouvelles, mais aussi en termes de nombre, de volume, de quantité, pour que ce soit diffusé dans des écoles spécialisées, dans des bibliothèques, auprès de particuliers, à des coûts qui sont raisonnables, parce qu'il y a beaucoup d'investissements qu'on doit faire quand on a un enfant en situation de handicap, donc on ne peut pas tous payer. Et je pense qu'aujourd'hui, l'engagement de tous est important. Je pense que déjà communiquer auprès des éditeurs pour qu'ils aient conscience de ces dimensions-là et voir comment on peut s'associer les uns aux autres. Il y a des formidables projets qui naissent. Et moi, j'ai envie, dans mon action avec Lucie Kerr et tout notre conseil d'administration, on est conscient de mettre en relation ces acteurs pour qu'ensemble, ils puissent trouver des modalités qui permettent de développer cet accès, vraiment, c'est cette idée d'accès à la lecture, à la littérature et au support, comme n'importe quel enfant. Merci. Edwige ou Clémence, vous, les freins que vous pouvez rencontrer aujourd'hui ou que vous identifiez pour la suite? Oui, alors notre situation avec Culture Tech est similaire à celle de la Bibliothèque numérique de Paris. Tout à l'heure, je crois que c'était Jao qui intervenait et qui parlait du PNB, du prêt numérique en bibliothèque. Donc nous fonctionnons pareil pour le livre audio et pour le livre papier, enfin le livre numérique. Et nous sommes limités dans notre choix, mais c'est surtout que nous sommes limités au niveau des prêts. Il y a un nombre de prêts simultanés et un nombre de prêts aussi total. Quel est le quota à peu près? Alors ça dépend, chaque éditeur, voilà, certains éditeurs vont permettre une lecture en simultané, d'autres vont en permettre 5. Et donc c'est difficile pour l'usager de lui faire comprendre comment ça fonctionne. Donc il faut encore une fois accompagner l'usager. Alors c'est notre travail aussi. Et le deuxième frein, c'est que le livre audio à l'international n'est pas, dans beaucoup de pays, n'existe pas. Donc un étudiant ne va pas savoir ce qu'est un livre audio et ne va pas forcément prendre la peine de découvrir. Et donc là aussi, il va falloir former les différents publics. C'est-à-dire former les enseignants, former les jeunes aussi peut-être, avec des sessions, des rencontres, pour expliquer comme on le faisait il y a une douzaine d'années. Moi, je me souviens, je le faisais notamment à la BNF, avec le livre numérique et les liseuses.
C'est-à-dire, je montais des ateliers à la BNF où on expliquait exactement comment il fallait télécharger un livre, si on l'achetait ou si on le prenait directement via la liseuse, ou alors si je le plug sur mon ordinateur pour télécharger mon fichier EPUB, etc. Et je pense que sur le livre audio, aujourd'hui, au niveau de l'usage et du développement de cet usage, c'est pas si simple que ça, quoi. Et le streaming ne suffit pas toujours, et on peut pas, en fonction des pays, je pense que, notamment à l'étranger, en Afrique, je pense que le streaming, c'est pas évident tous les jours, en fonction des connexions, par exemple. Donc il y a peut-être des choses à creuser là-dessus, effectivement. Je pense que c'est ce que vous vouliez nous dire, c'est ça. Dites-nous, Oui. Edwige, vos freins de votre côté au niveau éducation. Ça rejoint un petit peu ce que je viens d'entendre, hein. Il y a des freins techniques, technologiques. Par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure avec une éditrice, éditrice des femmes, c'était que pour les manuels numériques, il existe une plateforme. Chaque élève qui entre en seconde reçoit, en tout cas dans notre région, mais c'est peut-être le cas partout en France, un ordinateur portable gratuitement. Et sur cet ordinateur, il a tous les manuels gratuitement. Ça aussi, c'est quand même un progrès au niveau, en tout cas financier, hein. Pour les parents, ils n'ont plus à acheter les manuels. Les élèves ont tous les manuels sur l'ordinateur. C'est le lycée et la région qui payent une licence par élève et par manuel. Pourquoi ne pas imaginer une plateforme du même type pour les audiolivres ? Est-ce que ce serait possible, en intranet ou pas, que les professeurs de français, de langue, et pourquoi pas dans d'autres disciplines également, aient accès à un panel d'audiolivres de différents éditeurs, sans différence entre les éditeurs ni de connexion simultanée. Et il faudrait vraiment que les élèves aussi puissent télécharger, hein, parce que même sans aller en Afrique, je vous assure que les élèves n'ont pas forcément une connexion partout. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un frein technologique. Il y a aussi un frein de méconnaissance, tout simplement, des bienfaits des audiolivres. Hein. Là, nous sommes en train d'en parler. Et ce faisant, nous en faisons la promotion. Les professeurs qui démarrent dans le métier, et a fortiori les professeurs qui ont déjà 10 ou 20 ans de métier, n'ont pas forcément connaissance de toutes les possibilités liées aux audiolivres. Donc il faudrait aussi des formations adaptées pour les professeurs, pour leur montrer tous les usages possibles et à quel point ça peut vraiment débloquer la lecture chez de très nombreux élèves. Et pas seulement les élèves dyslexiques. Est-ce que le prix, vous parliez du prix, Franck, vous, pour pouvoir adapter de différentes manières, mais de votre côté, Clémence, au niveau de l'Institut français, est-ce que le prix est aussi un frein, le coût du livre audio, au-delà du nombre d'accès en simultané, l'acquisition du livre audio? Alors, en fait, l'usager ne va pas payer pour avoir accès à la plateforme, et donc il va avoir accès gratuitement au livre audio sous réserve de son inscription à la médiathèque physique d'une alliance ou d'un institut lorsqu'il y en a une. Et sinon, s'il est étudiant dans cette alliance ou dans cet institut, il aura accès à Culture Tech. Donc lui, finalement, l'usager, le prix, il n'a pas la moindre idée. Ouais. Et c'est nous, à Paris, qui finançons l'intégralité des accès pour tous ces publics. D'où la limitation du catalogue, peut-être, si vous avez 50 titres en audio. Exactement. On doit aussi faire des choix. Et puis, comme on a tout type de documents... Oui, il faut choisir. Voilà, tout à fait. Comme à la bibliothèque de Paris, la bibliothèque numérique de Paris, comme on l'évoquait tout à l'heure, effectivement. Et donc, je reviens vers vous, Edwige. Donc, le frein, en fait, c'est vraiment c'est la formation, finalement, ce que vous évoquez. Oui, clairement. Il faudrait non seulement tout simplement une promotion, leur montrer à quel point ça fonctionne, mais aussi des sortes d'outils clés en main, des séquences qui introduisent l'usage régulier de l'audiolivre. Et aussi des séquences faites uniquement sur l'audiolivre, pas forcément, on n'est pas obligé de passer par le livre papier. Bien sûr, un élève peut, quand on étudie un livre, il peut tantôt écouter, tantôt lire, ou les deux en simultané. Là, les élèves dyslexiques le font beaucoup en simultané, ça fonctionne très bien.
mais ils peuvent aussi uniquement écouter par les oreilles, y compris pour le bac. Pour le bac de français, ils doivent obligatoirement avoir lu tant de livres en lecture cursive. On appelle lecture cursive dans notre jargon les livres qu'on lit par-devers soi et qui ne sont pas étudiés en classe. Chaque année, ils me demandent « Mais madame, j'ai le droit de le lire uniquement à travers l'audiolivre ?» Ils ne disent même pas le lire, ils disent écoutez. Mais oui, bien entendu, ils ne sont pas obligés de passer par la version papier. La version papier peut aider pour l'orthographe, et puis c'est à peu près tout. Donc c'est très bien, c'est important l'orthographe. Mais enfin, la version audio aide peut-être encore davantage pour la syntaxe et pour la compréhension. Elle favorise aussi la concentration. Petit à petit, les élèves qui prennent l'habitude ne se sentent plus obligés d'occuper leurs mains, parce qu'au début, c'est ça qui les dérange, c'est de ne pas être occupés quand ils écoutent. Ils sont capables de le faire pour de la musique, mais ils ne sont pas capables de le faire d'emblée pour des histoires. Et après, petit à petit, je les aide à comprendre que c'est une lecture active, c'est-à-dire qu'on doit vraiment imaginer les personnages, c'est être aussi concentré, voire plus que dans une lecture papier. Voilà. Donc, je pense qu'on a vraiment tout un tas de formations à prévoir pour les enseignants avec des séquences précises, des séances, etc. Il y a du travail, oui. Et vous sentez que ça accroche au niveau de vos collègues dans votre région ou c'est encore Non, ça n'accroche pas encore vraiment parce qu'il y a un antagonisme imaginaire entre le livre papier qui est sacralisé et les audiolivres. Nous venons d'une société de l'écrit. L'oral, cette vogue actuelle qui j'espère va durer, de l'oralité, en tout cas dans l'éducation nationale, elle dure depuis seulement moins de 3 ans. C'est tout récent, en fait, c'est avec cette réforme du bac et le grand oral, ça y est, ça commence à avoir vraiment le vent en poupe, mais enfin, ça reste très récent. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment, on a du travail à faire pour pouvoir promouvoir les audiolivres et l'oralité de manière générale, aussi dans l'expression, aussi en faveur de l'expression orale des élèves. Oui, c'est clair. Non, mais même pour leur vie, ensuite, quand ils vont postuler, devoir faire un entretien, etc., c'est vrai que c'est important d'être à l'aise. Et le livre audio, je pense, effectivement, contribue à être beaucoup plus à l'aise et à s'exprimer de façon concrète, etc. Et je suppose que vous voyez ces bienfaits-là auprès de vos élèves. Ah oui, je le vois, puisqu'en affinant leur écoute, ils affinent leur expression. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Alors justement, est-ce qu'en se basant sur vos différentes activités, quels sont les livres audio qui plaisent aujourd'hui et comment faire pour faire connaître peut-être ceux qui sont moins populaires, Franck ? Qu'est-ce qui plaît aujourd'hui ? Qu'est-ce qui plaît ? C'est toujours très compliqué parce que les publics sont différents, les âges jouent beaucoup. Pour moi, je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes demandes à 8 ans, à 12 ans, à 16 ans, à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 45, à 55. Donc je pense que c'est essentiel de vraiment aller chercher les besoins de chaque génération, à la fois en termes d'âge, mais aussi en termes de mode. Je pense qu'un point qui a longtemps été oublié dans l'adaptation de livres en audio, ça a été de transposer des livres qui étaient des best-sellers du moment en livre audio. Comme je vous le disais, pendant très longtemps, on a eu accès aux classiques et juste aux classiques. Et dès qu'on cherchait quelque chose qui venait de sortir, c'était pas accessible en audio. Donc je pense que, comme tous les publics, on va avoir besoin, quand on est déficient visuel, non-voyant, de pouvoir lire le dernier roman. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, le roman va être très apprécié, le roman, le polar, les romans d'aventure, vraiment tout ce qui va être à la mode va être très apprécié. Il n'y a pas de spécificité, je dirais, par rapport à d'autres publics au sens large. Mais je pense qu'il faut aller rechercher dans les coins, si je puis dire, ce qui va manquer. C'est plus ça.
Parce qu'effectivement, aujourd'hui, avec la démocratisation du livre audio, on sait qu'un livre qui est best-seller va quand même être très souvent enregistré en format audio. Mais à côté de ça, quand on a un besoin un petit peu plus technique pour ses études, vous parliez tout à l'heure, Edwige, des manuels scolaires. Les manuels scolaires, ils sont peut-être accessibles en numérique, mais ils ne sont pas accessibles physiquement avec une plage braille ou avec une synthèse vocale aujourd'hui, même s'il existe des versions numériques, parce que souvent ces manuels-là ont été juste pris en images et donc on n'a pas la version de source numérique. Donc voilà, ça c'est par exemple une complexité. Certains ouvrages jeunesse qui n'ont pas encore été enregistrés. Donc aller chercher aussi les besoins plus peut-être marginaux, parce que c'est là où on va avoir un manque. C'est-à-dire que ce qui plaît globalement, c'est la même chose pour tout le monde, mais là où il y a des manques, c'est aussi à la marge sur des envies qui seraient un peu plus spécifiques ou auxquelles on n'a pas pensé. Donc j'ai envie de dire d'aller le plus souvent chercher des besoins cachés. Je vais prendre un exemple tout à l'heure. Jao évoquait pour la Bibliothèque de Paris en disant étonnamment, notre grande demande, c'est les classiques, les grands classiques. OK ? Les gens qui viennent à la Bibliothèque de Paris demandent peut-être des grands classiques. Mais peut-être qu'on n'a pas d'autres demandes parce que personne d'autre ne vient à la Bibliothèque de Paris sachant qu'il n'y a que les grands classiques. Vous voyez comment ça peut finalement avoir une auto-prédiction, une prédiction autoréalisatrice. C'est-à-dire, j'y suis allé une fois, je n'ai pas trouvé ce qui m'intéressait, je sais qu'il n'y a pas là-bas. Donc là aussi, peut-être être audacieux aussi dans certains choix pour impacter ça et pour amener plus de nouveaux lecteurs. Un besoin, quelque chose qui me semblerait hyper intéressant, c'est aujourd'hui d'avoir des supports, par exemple des podcasts. On a beaucoup parlé aujourd'hui du podcast, mais pour sensibiliser les jeunes, et notamment les jeunes déficients visuels, aux lectures qu'ils peuvent faire. En disant, voilà, il y a ça qui existe, ça va peut-être vous intéresser. Et puis il y a ça qui existe aussi, ça va peut-être vous intéresser. De la prescription par le podcast, c'est ça ? En tout cas, faire état d'eux, comme des chroniques littéraires qui pourraient être accessibles et qui permettraient à des gens de découvrir ce qui peut leur être accessible, puis à d'autres aussi de formuler des besoins auxquels on va ensuite répondre. Si je puis terminer encore en un mot, aujourd'hui, il y a de plus en plus de livres numériques, c'est-à-dire que les livres qui sortent, qui sont édités, sont, je ne sais pas s'il y a des pourcentages qui pourraient être donnés par certains d'entre vous là-dessus, mais qui sont automatiquement envoyés sur les plateformes en numérique et dans des formats qui souvent sont accessibles. Par exemple, moi, je lis très régulièrement des livres sur Kindle, sur le iBooks, anciennement iBooks, livre d'Apple, et d'autres plateformes, en livres numériques classiques, lus avec la synthèse vocale de mon téléphone. J'ai envie de formuler un vœu, que 100% des sorties littéraires soient systématiquement en format numérique, pour qu'on ait un accès total à toute la littérature, quel que soit notre âge, au moins de cette manière-là. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal pour tous les publics, mais au moins il y a déjà une chose qui existe et qui, finalement, les formats numériques, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait encore un seul éditeur qui parte d'une version papier qui n'a pas été numérisée ou qui n'est pas numérique pour faire un tirage. Très, très rapidement, il nous reste 5 minutes, donc on n'aura pas le temps d'aborder tous nos sujets. Qu'est-ce qui plaît et quels autres types de livres on pourrait amener pour justement montrer les vertus de ces livres audio sur d'autres thématiques ? Alors, ce qui plaît, je l'ai bien remarqué avec le concours La Plume de Pan des lycéens, ce sont les romans qui embarquent les élèves dans des histoires, mais ça, c'est également le cas pour des livres papier. Simplement, vraiment, l'audiolivre a une plus-value. Et nous avons remarqué avec Cécile Paluzinski que ce qui plaît le plus, ce sont des lectures habitées, des lectures incarnées. Il ne s'agit pas de lectures théâtralisées, c'est un autre art, le théâtre. Il s'agit de lectures dans lesquelles la lectrice ou le lecteur nous fait vraiment vivre le texte. Par exemple, cette année, au printemps, le roman qui a été plus plébiscité s'appelle Éden. C'est de Monica Sabolo.
Et l'actrice s'appelle Nancy Philippot. Elle a fait une véritable performance. Quand on l'écoutait, moi je l'ai écoutée à la maison, j'avais l'impression de la voir à côté de moi, à la maison, et d'avoir aussi tous les personnages à la maison autour de moi, puisqu'elle arrivait à placer différemment sa voix de façon à donner un caractère différent à chaque personnage, sachant que pratiquement tous les personnages étaient féminins. Donc des voix de jeunes filles ou de femmes différentes à chaque fois. C'est une véritable performance, c'est bluffant. Mais au-delà de la performance, elle nous fait vibrer, elle nous fait ressentir les émotions des personnages et elle instaure une atmosphère. Et ça a vraiment plu aux élèves. J'ai demandé un retour écrit d'une page recto-verso à chaque élève de la classe concernée. Donc j'ai vraiment pu remarquer que ce qui plaisait le plus, c'était les lectures habitées. Sachant que ce roman, par exemple, Éden, était en concurrence avec d'autres excellents romans, à savoir le chef-d'œuvre d'Albert Camus, Le Premier Homme, quand même. Voilà, qui a beaucoup plu aussi. Mais la lecture, peut-être que c'est le choix de l'éditeur ou de l'acteur, la lecture était beaucoup plus neutre, alors que ce texte était lyrique. C'était du Camus, mais c'était lyrique. Eh bien, ça a moins plu, voilà, tout simplement. Alors peut-être que, comme le disait mon collègue, c'est lié à l'âge des élèves, je n'en sais rien. En tout cas, ils ont besoin qu'on les fasse vibrer, qu'on leur fasse ressentir les émotions. Et quand il y a des virgules musicales, des virgules sonores, ça leur plaît beaucoup aussi, comme dans Petit pays de Gaël Faye. Là, cette fois, c'était l'auteur lui-même qui lisait son propre roman, autofiction un peu autobiographique. Alors là, ça a emporté tous les suffrages des élèves, ça a plu énormément, aussi grâce aux petites incrustations de musique. Voilà. Vous aurez le mot de la fin. Dites-nous, qu'est-ce qui plaît et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que d'autres livres plaisent, justement ? Parce qu'il y a apparemment, on est sur du 80-20 dans les choix. Alors, nous privilégions vraiment les livres audio actuels, si je puis dire. On n'a pas tellement de livres audio classiques. C'est ce qui semble plaire. Et je dirais que finalement, tout est une question d'accompagnement à la fois des équipes pédagogiques, des équipes culturelles, des équipes de la médiathèque, des instituts et des alliances, tout ce qu'ils peuvent mettre en place avec les élèves. Il y a certaines alliances, notamment une alliance française à Madagascar qui est en train de créer son propre livre audio. Et donc voilà, on voit des initiatives comme ça dans le réseau qui se créent. Donc je pense que les habitudes sont en train de naître petit à petit. Voilà pour le mot de la fin. C'est ça, exactement. C'est le mot de la fin. J'espère que cette table ronde vous a éclairé sur les vertus du livre audio et puis surtout sur ce vers quoi on aimerait bien tendre dans un futur proche. J'ose le dire, futur proche, parce qu'il y a eu plein d'idées qui ont été évoquées, et notamment sur l'évolution qu'on pourrait apporter finalement pour juste procurer du bien-être, de la culture et le goût à la lecture en tant que telle. Je vous remercie tous les trois et à très bientôt pour une autre table ronde. Je crois qu'il y a une autre table ronde dans 10 minutes et j'ai pris 5 minutes de trop. Donc, excusez-moi. Bonne fin d'après-midi en tous les cas. Merci à vous.